Bonsoir à tous et merci de nous préférer sur BB24. Nous sommes en début de semaine et nous ouvrons un nouveau package de 5 grands rendez-vous. Le premier est fait de 4 plateaux suivis bien évidemment du journal. On suit d'abord la météo. Voilà donc le temps qu'il fera chez vous, mesdames et messieurs, demain à 7h00. Alors, les pays africains sont très avancés et ont pratiquement bouclé la création de zones de libre-échange, un accord signé qui donne espoir d'un développement socio-économique du continent. Le Bénin peut-il vraiment compter sur son agriculture pour profiter de cette opportunité d'intégration régionale? Réponse tout à l'heure sur Monde agricole. Pour protéger une richesse, il faut être convaincu quand même de son importance, ce qui demande à ce qu'on aille, à ce qu'on soit informé bien sûr sur cette richesse-là. Alors c'est ce rôle que jouent d'ailleurs même les journalistes. Ce soir, nous irons dans l'environnement, voilà, pour évoquer ce que les journalistes font en matière de protection de la biodiversité. Ce sera sur la rubrique Nature et bien-être. Une biodiversité qui, bien entretenue, garantit l'enrichissement durable des sols et l'expert du grand rendez-vous nous propose de découvrir une technique agricole qui maintient les sols riches malgré leur exploitation. Ce grand rendez-vous nous amènera à visiter également les boutiques en ligne. Une chose est d'acheter en ligne, une autre est donc de s'assurer qu'on est vraiment sur un site indiqué, sécurisé. Alors, l'invité de Autant Savoir nous aidera donc à sécuriser notre paiement tout à l'heure sur Autant Savoir. Le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et il sera présenté ce soir par Estelle Espérance Aurore Pazou. Bonsoir. Bonsoir à vous, Asium Simplice Gaba. Rendez-vous tout à l'heure à 19h45 avec quel menu? Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'entrepreneuriat est une solution au chômage des jeunes. Et pour leur donner les outils nécessaires à la réussite en entrepreneuriat, le Conseil national pour l'emploi leur a offert une formation. Les loisirs pendant les vacances, c'est bon pour les enfants, mais les parents doivent être vigilants et veiller ou orienter leur choix. Un psychopédagogue nous en parle. Et puis, dans certains quartiers de Cotonou, les populations se sont installées sur les exutoires naturels de l'eau. Elles cohabitent avec l'eau et les déchets au mépris des lois qui existent en la matière au Bénin. Et tous les détails sont à suivre à 19h45.
Merci beaucoup à vous, Estelle Espérance, Aurore Parzou, pour la présentation des titres. On se retrouve à 19h45 dans moins de 40 minutes exactement. Merci à vous. Merci à Le grand rendez-vous va continuer avec vous, chers téléspectateurs. Nous allons plutôt ouvrir les plateaux. On commence dans les boutiques en ligne. C'est autant savoir. Autant savoir ce soir, nous parlons d'achat en ligne et comment donc sécuriser son paiement, comment sécuriser son opération d'achat sur la toile. C'est de cela que nous allons parler dans un instant. On suit d'abord ce reportage. Acheter en ligne devient progressivement une habitude. Du vêtement au billet d'Avignon en passant par des livres à la formation, des boutiques en ligne peuvent vous le fournir. Vous disposez d'un ordinateur, d'un smartphone, d'une connexion Internet et d'une carte bancaire et le tout à jouer. Gagner du temps, trouver un produit au prix et qualité convenable, voilà quelques raisons qui amènent les consommateurs à faire des achats en ligne. Les entreprises de vente en ligne améliore de plus en plus la qualité des services offerts. Plus besoin de manipuler physiquement un livre avant de l'acheter. L'acquéreur peut jeter un coup d'œil sur le contenu avant de décider de le payer. De nombreuses plateformes de cours en ligne ont également vu le jour. Si l'achat sur Internet s'est largement démocratisé, les modes de paiement se sont multipliés. Il varie en fonction du type de clientèle ou de la zone géographique du vendeur. Ces dernières années, les frais de livraison ont beaucoup diminué, voire inexistantes sur certains sites. Aujourd'hui, on peut tout acheter sur Internet, mais attention aux arnaques. Certains sites frauduleux peuvent abuser de la naïveté des acheteurs. Allez, bienvenue sur Autant Savoir avec l'invité ce soir, c'est Fawaz Moussougan, il est spécialiste en cybersécurité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah oui. Bonsoir, Fulgencia. Bonsoir, Assio. La pleine forme ce soir. Oui, ça va. On se retrouve sur la toile et dans les boutiques en ligne pour acheter. Oui. Mais on se pose beaucoup plus de questions, savoir, mais est-ce qu'on est vraiment en train d'acheter sur le site indiqué? Est-ce que c'est sécurisé? Parce qu'on ne voit personne, on voit les choses, clavier, écran, on écrit, et on se pose beaucoup de questions. Ouais. Et vous savez, c'est vous-même, Assio, vous m'avez inspiré ce sujet. Parce que je sais que vous aimez acheter en ligne. Ah, ça c'est vrai, ça c'est Voilà. vrai. J'achète beaucoup en ligne. Et donc, des fois, même tu te demandes, mais est-ce que c'est vraiment sécurisé? Mais tu es obligé d'aller sur les sites que tout le monde connaît déjà, reconnus et tout le reste. Mais voilà. Alors, Monsieur Fawaz Moussougan, moi, je voudrais déjà savoir, est-ce qu'au Bénin, aujourd'hui, on peut acheter en ligne en toute sécurité? D'accord. Déjà, vous avez écorté un tout petit peu mon nom, Fawaz Moussougan. Moussougan, Moussougan, oui. Voilà. ok. Fawaz Moussougan. Bien sûr, voilà. Alors, bien sûr, il est possible aujourd'hui d'acheter en ligne au Bénin en toute sécurité. Parce que l'achat en ligne, ce n'est pas juste le fait de lancer un produit et de le recevoir. Non, c'est tout un processus, tout un tas d'outils qu'on utilise. Et au Bénin, nous en avons et c'est bien disponible. Le cyberespace béninois est bien disponible pour pouvoir faire ce genre de paiement. Alors aujourd'hui, on constate qu'il y a assez de sites aujourd'hui, de boutiques en ligne qui offrent des services. Bien sûr. Oui, en effet, depuis l'avènement, ou bien de la promotion du numérique, d'accord, il y a un certain nombre de sites de vente en ligne qui ont vu le jour. Ces sites de vente en ligne, bien vrai, il n'y a pas encore de moyens de paiement validés, d'accord. Les moyens de paiement existent, mais les moyens de paiement validés par l'État n'ont pas encore vu le jour. Donc, en attente de la plateforme nationale de paiement, e-commerce, qui est annoncée par la CI, nous recommandons beaucoup plus aux gens de payer en ligne, mais avec une deuxième méthode, qui est la méthode du paiement à la livraison. Voilà.
Ok, paiement à la livraison. Du paiement. C'est-à-dire, on vous amène, vous achetez le produit, Bien on sûr. vous l'amène et sûr. vous payez. Bien sûr. En fait, Oui. nous recommandons cela parce que, étant donné qu'il y a des moyens de paiement qui existent, mais compte tenu du climat qui n'est pas à la confiance, ce que les autorités recommandent beaucoup plus, c'est bien vrai, vous achetez, mais c'est beaucoup mieux de payer à la livraison. Comme ça, vous êtes au contact du produit, mais vous le payez en même temps. Et là, vous avez le choix déjà, vous allez vérifier le produit qu'on vous a présenté déjà en ligne. Bien sûr, bien sûr. Sous d'autres cieux, sur le continent africain, des plateformes de vente en ligne, c'est vrai, ils vous vendent le produit, ils amènent le produit vers vous à la maison, vous vérifiez et vous payez. C'est facile. On ne va pas citer de nom, mais le service existe et il a prouvé son efficacité. Oh, ok. Voilà. Alors, et ceux-là qui décident d'acheter quand même en ligne, ils commandent à l'extérieur via des sites et tout, comment sécuriser alors son paiement? Comment sécuriser son paiement? C'est une question qui revient souvent, mais on se demande, c'est vrai. Pour sécuriser son paiement, il y a plusieurs méthodes. D'abord, il faut s'assurer que le site sur lequel vous faites votre paiement, le site sur lequel vous lancez votre achat, que d'abord c'est un site sécurisé. Parce que sur un site, il y a ce qu'on appelle le certificat SSL, qui est le petit cadenas vert là. Oh oui. Dès que vous vous connectez sur un site, il y a un petit cadenas vert qui s'affiche. C'est ça qui prouve que la communication entre vous et le site est bien sécurisée. Ensuite, après avoir vérifié ça, parce que c'est vrai, il y a des sites aujourd'hui qui sont Vous parlez de frauduleux. cadenas vert. Hein? Le petit cadenas vert. Oui. On appelle ça le HTTPS. Ok. Oh oui. Voilà, il y a un petit HTTPS qui prouve que la communication entre vous et le site est sécurisée. Il n'y a personne entre vous et le site. Il y a, Voilà, c'est ce qu'on affiché voit à là. l'écran. Là. bien sûr, bien sûr. Ok. HTTPS. HTTPS. Avec C'est- le cadenas vert. Avec le cadenas vert. Ok. Ça prouve que la communication entre vous et le site est sécurisée. Ça ne veut pas dire que ce que vous faites sur le site est Est sécurisé. sécurisé. Il y a une Le nuance. site est sécurisé. Le site est bien Il n'y a sécurisé. pas Il n'y d'intermédiaire. a pas d'intermédiaire. Oui. C'est-à-dire, Un robot. je communique avec Fugencia directement, Oui. mais je ne passe pas par Asium. Parce qu'il y a une technique qu'on appelle l'homme du milieu. Asium se place au milieu, intercepte ce que j'envoie au site. Oh oui. Et là, il y a vol de Et données. là, reçoit vos données personnelles. Bien sûr, la personne reçoit vos données personnelles. Ensuite, il faut également vérifier les conditions générales de vente et les mentions légales. Dans les conditions générales de vente, il y a la politique de reprise lorsque vous n'êtes pas satisfait. Il y a tout un tas d'informations. Ensuite, dans les données, les mentions légales, il y a les informations du vendeur, le numéro d'enregistrement, parce que l'entreprise doit être légalement enregistrée pour que vous puissiez faire confiance. Le siège social également. Parce qu'en cas de litige, en cas de conflit, il faut avoir quelqu'un à qui s'adresser. Donc, il faut d'abord vérifier également ces informations-là. Ensuite, vous pouvez faire votre paiement en toute sécurité. Voilà. Alors, vous avez parlé de conditions générales. Cette étape-là, beaucoup de personnes zappent parce que c'est tellement long, on n'a pas le temps de lire, donc il faut le lire. Bien sûr. Absolument. Bien sûr qu'il faut lire les conditions générales de vente parce que certaines personnes juste font du copier-coller. Ils copient la condition générale de vente de l'autre. Mais les conditions générales de vente, en réalité, dedans, c'est vrai, il y a ces informations, mais il y a aussi les informations concernant le vendeur. C'est ça qui est important. Lorsque vous allez sur un site et que vous voulez valider un paiement, bien, vous avez dit que vous n'allez pas lire, ok. Mais si au bout du rouleau, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est juste du leurre, vous n'allez pas vous plaindre à quelqu'un. Voilà. Donc, vérifiez que le petit cadenas vert, est bien présent. Oui. Vérifiez également les informations du vendeur. Les informations du vendeur, vous parlez de quoi Sur le exactement? produit. Non, le Non, produit, il y a le les vendeur spécifications lui-même. techniques. Oui. Je suppose que c'est madame qui décide de vendre sur Internet. Donc, aujourd'hui, l'État, à travers le code du numérique, tout site en ligne, d'accord, qui fait véhiculer des informations, doit pouvoir préciser les informations du propriétaire du site. Dès lors que vous vous rendez sur ce site et que vous n'avez pas ces informations, déjà, il faut douter. Donc, vous avez les informations du vendeur. Du vendeur, c'est-à-dire son Personne numéro de physique ou téléphone. morale. Voilà. Ok, d'accord. Numéro d'enregistrement, IFU et tout. Lorsque vous n'avez pas ces informations, doutez un peu. Ou vous tapez juste le nom du vendeur ou de la structure qui veut vous vendre. Il faut taper un mot-clé à côté. Le mot-clé, c'est peut-être vol Ou arnaque. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Ah, bon, ouais, c'est Oui, bien oui, possible. c'est Oui. ces mots-là. Les mots, des mots, voilà, c'est ce genre de mots. Voilà. Vous tapez juste à côté pour voir si avant des utilisateurs n'ont pas eu affaire à ce site. Voilà.
Et là aussi, il faut attirer l'attention des clients aussi. Il ne faut pas oublier de dire ce que vous pensez sur le produit parce que ça pourrait aider d'autres personnes. Voilà, c'est le moment alors pour nous de rappeler ce qu'on appelle l'association des consommateurs. D'accord? Lorsque vous consommez un produit, faites-le savoir aux autres. Il faut donner un retour sur le service qu'on vous a rendu et tout. Ça permet à d'autres également de connaître le produit et ça permet aux entrepreneurs locaux également de développer leur business. Parce que, comme on le dit, le bouche à oreille, ça paye. Mais le clavier à clavier ou bien l'information sur Internet également, ça aide aussi. Ça aide beaucoup. Voilà. Donc, il faut vraiment lire. Il ne faut pas être pressé. Hein. Il faut lire tranquillement. Il ne faut pas se presser du tout. Chercher vraiment à s'informer sur le vendeur et sur la fiche technique aussi du produit que vous voulez acheter. Oui. En fait, le client, dès qu'il vient sur le site, lui n'a pas le temps d'aller lire les conditions générales de vente. Donc, tout ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que le produit est disponible, commandé et tout. Le prix, surtout. Voilà, c'est le prix surtout. Oui, lorsque le prix est trop alléchant, pour un produit qu'on vend à 1000 francs, lorsqu'on vous le propose à 400 francs, il faut se poser des questions. Vous vous dites c'est une affaire, il faut en profiter. Mais c'est là que se trouve le piège. Donc, vérifiez bien que le petit cadenas est bien là, mais également vérifiez que vous avez les informations du vendeur pour qu'en cas de litige, vous puissiez le retrouver. Ah, d'accord. Ah oui, c'est ça qui est important. Lorsque vous ne retrouvez pas votre produit, vous devez vous adresser à quelqu'un. À qui? Si le nom de cette personne qui est mentionné n'est pas vérifié, vous êtes fait avoir. Ah oui. Alors, comment repérer alors ces sites-là? En cybersécurité, vous savez, les menaces sont ce qu'on appelle évolutives. Il n'y a pas une méthode fixe pour vous dire voici ceci. Parce qu'au fur et à mesure que vous mettez au jour les failles, mais l'autre aussi va évoluer et masquer un peu. Et masquer un peu. Donc, tout ce que nous pouvons dire, c'est de suivre les informations, d'être informé sur les pratiques. Aujourd'hui, il y a une association, l'ABCPN, l'association béninoise pour la cybersécurité et la promotion du numérique, qui vulgarise les informations en matière de cybercrime. On ne va pas dire de cybercrime, c'est important. Donc, il faut s'informer, veiller à respecter les règles d'or du paiement en ligne. Parce qu'il y a des règles d'or de paiement en ligne. Le petit cadenas vert, comme on l'a dit. Oui. J'espère que le petit cadenas vert n'est pas encore dépassé par les... Non, le petit cadenas vert, c'est juste, ça vous indique que la communication entre vous et le site est sécurisée. Je peux avoir mon site qui est faux et avoir le cadenas vert. J'espère, ah oui. Mais bien sûr. Le site est faux, mais il y a le cadenas vert là-dessus. Bien sûr, le site est faux, il y en a plein. Le site est faux, mais le cadenas, il est vert. Mais ce qui généralement ne se fait pas, c'est les informations du vendeur. Ok. Le vendeur, le retour sur l'expérience utilisateur, le retour du client par rapport au service et tout. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'informations, c'est simple, allez ailleurs. Voilà. Alors, que dit la loi aujourd'hui au Bénin en termes d'achat en ligne? Alors, le code du numérique, à travers l'article 526, dit que déjà, la fraude, elle est punie, la fraude à la carte bancaire. Lorsque vous êtes l'auteur d'une fraude à la carte bancaire, c'est-à-dire vous proposez un service à quelqu'un et puis vous récupérez ces informations à utiliser, c'est 5 ans d'emprisonnement et 10 millions d'amende. Ah oui. Voilà. Et lorsque vous vendez ces informations-là, à plusieurs reprises déjà, même le fait de vendre, c'est 8 ans d'emprisonnement et également 10 millions d'amende. 10 millions d'amende. 10 millions d'amende, voilà. Parce qu'il y a ces sites-là qui sont là juste pour récupérer vos informations bancaires sur les cartes. C'est du phishing, voilà. Et puis... de réutiliser après. Bien sûr. De réutiliser après. Donc, il faut éviter tout ça. Il faut éviter tout ça. On peut donc l'éviter. On peut l'éviter. Voilà. Respecter les règles d'or des achats en ligne. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci, Action. Fawaz Onsougan, à très bientôt. À très bientôt. Alors, merci, Fulgencia. Assurément, on espère que les téléspectateurs ont compris beaucoup de choses pour déjouer à l'avance les fraudes aujourd'hui sur Internet. Merci à vous. À très bientôt. Le grand rendez-vous, la suite des plateaux, c'est avec l'expert de ce grand rendez-vous. Oui, avec lui, on parlera d'une technique agricole pour enrichir les sols.
Ah oui, nous allons parler aujourd'hui des branches d'arbres broyées. Vous vous poserez la question certainement de savoir à quoi ça va servir en réalité. Il paraît que c'est pour enrichir les sols. Mais comment? La technique sera développée sur ce plateau par Rory Dassi. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Assioun. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Et de venir avec cette technique-là que vous pensez aide donc à fertiliser les sols, à maintenir les sols riches en réalité. C'est ça? Exactement. Mais en quoi ça consiste en réalité? Broyer des branches et puis les éparpiller, ça vient d'où cette idée? Merci beaucoup. Il s'agit des bois raméaux fragmentés. En termes vulgaires, on dit les BRF. Et c'est une technique d'origine canadienne où, de ce côté-là, ils ont mis en exergue cette technique qui a permis d'augmenter le stock de carbone de leur sol, d'améliorer la fertilité de leur sol. Et cette technique a déjà fait ses preuves aussi dans plusieurs pays africains tropicaux. Dites-nous, qu'est-ce que ça apporte exactement au sol, le fait qu'on broie les branches d'arbres et qu'on les éparpille sur les le sol? bois raméaux fragmentés, lorsque nous prenons un arbre, il y a une orientation des éléments nutritifs, aussi bien au niveau des branches comme au niveau donc, des bûches, des troncs d'arbres. Et ces éléments nutritifs sont beaucoup plus concentrés dans les branches d'arbres. Et lorsqu'on apporte ces branches d'arbres-là au sol, ça permet d'améliorer les propriétés physico-chimiques. Ce que le producteur veut, c'est qu'il y ait une bonne fertilité pour son sol. Et lorsqu'on apporte ces éléments, ces bois raméaux fragmentés là au sol, ça permet d'améliorer la qualité du sol, la structure du sol, ça augmente le niveau, la capacité de rétention en eau, ce qui est un facteur très important, surtout si on est dans un système de production maraîchère. Mais le fait d'enlever les branches et de les broyer, on nuit également à l'arbre qui est debout. Et on nuit à l'arbre. Ici, il est vrai que nous ne sommes pas aussi un pays forestier parlant, mais nous avons donc des forêts il y a des tailles qui se font tout le temps. On peut toujours utiliser ces branches d'arbres-là parce qu'on les utilise dans les bois de chauffe comme bois de chauffe et autres, mais on peut toujours les utiliser et améliorer la fertilité de nos sols. Donc, puisque l'état de fertilité de nos sols aujourd'hui est dans un niveau critique, et il faut trouver donc d'autres palliatifs, d'autres alternatives pour améliorer la qualité de nos sols. Et vous dites que donc c'est une technique qu'on peut promouvoir au Bénin? On peut promouvoir cette technique au Bénin puisque ça a fait déjà ses preuves au Burkina Faso, dans d'autres pays quand même. Et nous avons intégré cette technique-là aux pratiques agricoles béninoises et il y a des essais qui sont en cours et qui ont donné des résultats très probants. Quel est en réalité l'effet réel donc, de ces bois raméaux fragmentés? Lorsqu'on apporte, puisque les branches, il faut forcément les broyer. Et lorsqu'on les broie, ça permet un contact direct des micro-organismes du sol avec ces branches-là. Et le fait de libérer progressivement les nutriments disponibles dans ces branches augmente le stock nutritionnel du sol et ainsi nourrir favorablement la plante. Ok, donc si je comprends bien, vous prenez donc les branches de n'importe quel arbre? N'importe quel arbre. Nous avons déjà essayé les branches de Melina arborea, que nous appelons dans la langue Fofiti. Nous avons utilisé et nous avons même utilisé aussi bien au sud du Bénin, au lycée agricole Medji de Sékou, également au lycée technique agricole de Kika, dans la commune de Tchaourou. Nous avons mis en place des essais dans ces deux lycée agricole et qui a donné des résultats très probants. Nous avons utilisé de l'autre côté l'essence, le Sarcocephalus latifolus, que nous appelons Codo, mais ces essences sont beaucoup plus disponibles dans cette zone d'essai. Et lorsque nous avons utilisé, nous avons observé les résultats aussi bien au niveau du sol qu'au niveau donc de la production des cultures, la culture de la tomate, qui est quand même une culture maraîchère de grande importance, la culture du gombo. Et nous avons vu que cette technique a permis d'avoir plus de 100% de rendement comparativement aux témoins. Et l'effet que nous avons eu est très intéressant. Et non seulement la technique là a permis de faire une économie de 50% d'eau, puisque lorsqu'on est dans un système de production maraîchère, on utilise de façon intensive l'eau, l'arrosage et tout. Et lorsque nous avons apporté cette technique, nous avons compris dans nos dispositifs expérimentaux agricoles que cette technique
est très innovante et a permis de faire 50% d'économie d'eau. Vous voyez jusqu'à quel point c'est très important, surtout dans notre système où la pluviométrie constitue un point capital pour notre production. Alors, en matière de rentabilité, est-ce que le fait d'utiliser les branches d'arbres broyés favorise une rentabilité vraiment considérable pour... C'est vraiment le point clé donc, de cette technique, parce qu'en tant qu'agriculteur, il faut toujours viser la rentabilité. Et c'est ça d'ailleurs qui va intéresser les producteurs. Et si chaque personne va à lui seul avoir non seulement la fragmenteuse et vouloir le faire tout de suite, ça ne lui serait pas aussi rentable. Mais ça serait intéressant parce que ce qui a été vu sous d'autres cieux, c'est des groupements de producteurs qui ont souvent la machine, la fragmenteuse, parce que c'est le seul équipement dans tout ce système-là qui pourrait causer un fort investissement. Et lorsque des groupements de producteurs ont, par exemple, comme on a des motoculteurs, c'est très rare de voir, à moins que ce soit donc des producteurs de production intensive. Sinon, les motoculteurs, il y en a au niveau donc, des mairies. On peut toujours aller donc, et demander une prestation. Mais si c'est ça, c'est intéressant pour des producteurs, des groupements, d'avoir donc cette fragmentation. Et si on a individuellement, quand vous avez l'appareil, ce n'est vraiment pas rentable. Ça ne serait pas il faut rentable. Il faut se mettre ensemble pour peut-être s'acheter une fragmenteuse. Oui, parce que quand on prend par exemple la production de compost, et pour bien viabiliser cela, c'est des groupements de producteurs qui le font et pour les mettre à la disposition des autres producteurs. Également, on peut, parce qu'il n'y a pas la forêt disponible partout. Or, cette technique a besoin des branches d'arbres. Donc, par exemple, aux alentours donc, des forêts, il peut y avoir alors des taillis, par exemple, cette machine disponible, qui est même transportable, disponible, qui peut toutefois fragmenter ces... Vous voulez dire, ce serait une manière pour nous d'utiliser nos arbres je dis, à un niveau optimal. À un niveau, exactement. On a l'impression qu'on gaspille vraiment. Exactement. Là où on taille, on prend donc les bus pour aller dans l'artisanat, dans la menuiserie. Les deux déchets, là, on peut les broyer. C'est le côté intéressant. Et on va appliquer la loi de Lavoisier, donc rien ne se perd, mais tout doit se transformer. Et si c'est ça vraiment, au lieu de laisser les branches et les tontes donc, de ces arbres-là, on peut les valoriser autrement. Et c'est ça qui se fait ailleurs et on peut toujours l'utiliser dans notre contexte ici pour augmenter donc, le niveau de fertilité de nos sols. Il faut dire que surtout, parce que l'essai que nous avons mis en place est sur le volet de la production maraîchère et dans ce système, lorsqu'on apporte les autres intrants, comme les engrais aussi bien minéraux comme organiques, cela, la plupart ne visent qu'à nourrir la plante et ne participent pas à une production durable. Et la terre n'étant pas extensible, il faut trouver des moyens, des alternatives pour augmenter le stock de carbone du sol. Et également, ce stock, la matière organique de ce sol pourra permettre d'emmagasiner et de stocker les éléments nutritifs et les mettre à la disposition de la plante progressivement. Donc vous utilisez moins d'eau, on n'a plus besoin non plus d'utiliser les composts. Si, les composts jouent leur rôle, mais les bois rameaux fragmentés également jouent leur rôle. Mais c'est à chaque producteur, vous associez les deux intrants, là? C'est à chaque producteur d'adopter ce qui lui plaît selon la disponibilité de la matière première. Si les composts sont à disposition, c'est déjà bien. Les composts aussi participent à une production durable. Mais les bois rameaux fragmentés viennent encore pour permettre une production plus durable. Puisque les bois, dans ce bois, la composition, il y a la lignine qui concourt à la formation de l'humus. Or, lorsqu'on parle de l'humus, c'est la vie même du sol. C'est ça qui procure, qui donne la vie aux micro-organismes et tout l'agrégat du sol pour une bonne production. Une fragmenteuse, ça peut coûter combien? Il faut avouer que nous avons cette fragmenteuse, nous en avons deux, une dans chaque lycée.
Et ça a été fabriqué ici au Bénin dans des ateliers mécaniques, donc ça ne coûte pas grand-chose. Il y en a déjà qui en Il y en a, c'est des aussi. ateliers mécaniques, de production mécanique ici au Bénin qui nous ont fabriqué ça. Que vous ont fabriqué, donc ces fragmenteuses-là que vous utilisez aujourd'hui. Ils ont vu des modèles qui sont pratiqués ailleurs et comme ils sont des professionnels, ils ont pu fabriquer cela. Ils ont fabriqué cela. C'est vrai qu'on a des sols qui s'appauvrissent de jour en jour. C'est une technique pour peut-être revenir à l'étape zéro, si vous voulez. On ne saurait trouver une technique pour permettre au sol de revenir toutefois à l'étape zéro. Mais surtout, je reviens toujours dans le système de production maraîchère qui se fait surtout le long du littoral. Donc, le sol est vraiment sableux. Et si le sol est sableux, on a besoin de la matière organique. Et c'est une source importante de matière organique pour ces sols-là, pour mieux les valoriser, pour déjà, avec le compost c'est bien, mais lorsqu'on va y apporter les bois rameux fragmentés, c'est encore intéressant. Et donc on n'a vraiment pas besoin de se jeter sur les arbres directement. On peut également aller chez les menuisiers pour prendre aussi des déchets de bois. Comme je vous le disais en entame, lorsqu'on prend l'arbre, il y a une répartition des éléments nutritifs. Et lorsqu'on prend la sciure du bois, c'est beaucoup plus le tronc. Et dans le tronc, nous n'avons que donc, une concentration de carbone. Et il n'y a pas les éléments nutritifs. Et ce qu'on veut, non seulement c'est garantir la production durable, mais aussi permettre à ce que la plante puisse trouver les éléments nutritifs qu'il faut. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser la sciure. Lorsqu'on utilise la sciure, ça peut servir d'autres substrats, par exemple dans les cultures hydroponiques hors sol, c'est bien, mais apporter comme amendement organique au sol, ça va encore asphyxier et mieux et réduire le niveau de fertilité du sol. Donc ce sont les branches fragmentées. C'est les branches qui sont donc indiquées. Merci beaucoup à vous, Rodrigue Darcy, ingénieur agronome. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. C'était un plaisir en tout Merci cas beaucoup d'être allé à la découverte de cette technique-là. Je pense que ça nourrit l'espoir, en tout cas, quand on vous écoute parler, bien sûr, de cette technique agricole-là, qui est donc de broyer les branches d'arbres, pardon, pour nourrir donc vos sols. Nous allons continuer, bien sûr, côté environnement toujours. C'est vrai, on a parlé de l'agriculture, il n'y a pas d'agriculture sans environnement, sans biodiversité. Oui, nous allons parler, bien sûr, du rôle du journaliste dans la protection de la biodiversité. C'est sur Nature et Bien-être. Très important de protéger la biodiversité puisque sans ça, il n'y a pas d'habits, il n'y a pas de manger, il n'y a rien du tout. Alors, pour ne pas donc briser cette chaîne de la diversité biologique, les journalistes informent sur son importance. Comment le font-ils en réalité? On va découvrir ça dans un instant. Suis d'abord ce reportage. Outre ses nombreuses fonctions, la biodiversité est le fondement de notre système alimentaire. Elle est de fait essentielle au bien-être de l'homme. Notre alimentation, notre santé a pour socle la biodiversité. Donc nous devons contribuer, chacun en ce qui le concerne, à la conservation de la biodiversité, à l'amélioration de la qualité de la biodiversité, afin que notre alimentation soit assurée, afin que notre santé soit assurée par l'utilisation rationnelle de la biodiversité pour la production de nourriture, pour la production de médicaments, pour le maintien en l'état de l'individu, de l'homme et en général de l'humanité. La biodiversité du Bénin est comparable à celle des autres parties du monde. Au fil du temps, elle a subi et subit encore la pression de l'activité humaine. Il y a une perte de biodiversité que l'on constate au niveau international et le Bénin n'échappe pas à cette situation. Cela est essentiellement dû aux activités humaines, l'agriculture, le levage, la pêche, l'exploitation forestière, les feux de végétation, etc., qui contribuent à détruire, à réduire, à dégrader les ressources naturelles et par conséquent la biodiversité. Si chacun
par son action, diminue l'impact négatif qu'il a sur les ressources naturelles, nous contribuons ensemble à la protection, à l'amélioration de la biodiversité et l'amélioration des conditions de vie de l'être humain. Et sur le plateau, un contributeur à la protection de la biodiversité. C'est comme ça que je l'appelle. William Tcheki, bonsoir. Bonsoir, Siongaba. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous? En pleine forme, Okay. comme vous aussi. Bonsoir, Yasmine Damata. Bonsoir, Siongaba. Comment ça va? Toujours la pleine forme. Oui, je suis content de vous retrouver sur ce plateau, surtout quand on parle d'environnement. Vous savez, William le sait, vous le savez aussi, les téléspectateurs également. Je suis très, très, très intéressé. Et votre rôle me plaît, votre rôle également me plaît quand vous parlez de la biodiversité, quand vous informez la population sur la protection de la biodiversité, son importance surtout. Alors, ce soir, c'est là que nous allons parler, mais comment vous y allez en réalité? Comment on y va? Déjà, la biodiversité, c'est vous, hein, c'est moi, et puis c'est tout ce qui nous entoure. Et pour mieux en parler, c'est plutôt William qui va plus nous servir d'informations aujourd'hui. Déjà, hein, quel est le rôle du journaliste dans la protection de cette biodiversité? Le rôle, c'est déjà ce que nous faisons, vous et moi, sur ce plateau, c'est d'informer la population sur l'importance de cette biodiversité. Vous l'avez dit, c'est vous, c'est moi, c'est la nature, c'est les êtres vivants, les plantes, les bactéries, tous les microbes, tout ceci-là, c'est ce qui concerne la biodiversité. C'est une chaîne, quand un maillon manque, la chaîne tombe. Quand un maillon manque, la chaîne tombe. Mais qu'est-ce qui pousse ce maillon à manquer pour que la chaîne tombe? Alors aujourd'hui, quand vous prenez la biodiversité, c'est comme une maison que nous construisons. Oui. Quand un matin, vous vous levez et que vous commencez par enlever des briques, au beau milieu de votre chambre, de votre maison, j'allais dire, toute la maison va s'effondre. C'est comme ça la biodiversité. Alors, on dit par exemple qu'on a besoin des arbres pour vivre. Oui. On a besoin des animaux pour vivre. Alors, si ces animaux arrivaient un jour à disparaître, si ces arbres disparaissaient de la nature, qu'est-ce qui resterait? On mangerait quoi? On a dit tout à l'heure dans l'élément témoin qu'avec la biodiversité, ça nous permet de nous nourrir, de nous vêtir, de nous loger, pourquoi pas aussi de nous instruire. Parce qu'à travers la nature, on lit, on comprend des choses. Alors s'il n'y a pas ces trucs-là, il n'y a pas de vie sur cette terre. Par conséquent, c'est une chaîne qui se tient, c'est des maillons qui se tiennent. Quand un manque, il n'y a plus de vie sur cette terre. Mais ce que je voudrais comprendre, hein, à part ce plateau que nous allons faire, à part la sensibilisation que font les journalistes à travers les débats, qu'est-ce que le journaliste peut faire réellement pour préserver cette biodiversité? Il y a des magazines que nous tournons chaque jour que Dieu fait. Il y a des documentaires que nous allons réaliser dans des aires, dans les écosystèmes pour comprendre un peu leur importance. Je prends des exemples très simples. On parle souvent comment dirais-je, ce que nous avons à Ouida, là, le nom m'échappe rapidement là. Adjebadji, voilà. Les mangroves. Voilà, les mangroves. Vous avez vu leur importance? C'est des frayeurs pour des poissons. Ça nous protège aussi nos côtes contre l'érosion, contre, c'est pas moi, la montée des eaux. Voilà autant d'éléments qu'on doit montrer. Ça purifie l'eau aussi. Ça purifie aussi l'eau, exactement. Voilà autant d'éléments qu'on doit montrer à nos populations. Quand les ONG qui s'intéressent à l'environnement font des activités et que nous allons relayer, il y a des actions que nous menons aussi. Quand le ministère du cadre de vie fait des actions de protection de notre cadre de vie et que nous allons relayer, c'est ce que nous faisons. Donc, on fait beaucoup de choses et aussi, dans notre cadre de vie, quand nous allons à la maison, nos proches, quand on les conseille pour dire, par exemple, le sachet, ce n'est pas bien, ne l'utilisez pas. Quand on met l'aliment chaud dans le sachet, que ce n'est pas bien. Voilà autant de choses que journalistes que nous sommes, nous pouvons faire pour conscientiser la population sur l'importance de la biodiversité. Donc, si je comprends bien, William, en plateau et hors plateau, vous continuez toujours de sensibiliser. Mais parce que les gens vous voient sur le plateau, ils entendent vous parler de l'environnement. Oui. Chaque fois qu'ils vous voient, ils vous posent des questions. Et vous êtes là obligé à leur répondre. Vous ne coupez plus des arbres, c'est ça? Je n'en coupe plus. Je demande même aux gens d'en planter chaque fois que Dieu fait. Parce que quand je prends les exemples de Cotonou, vous prenez beaucoup d'acteurs, il n'y a même plus d'arbres. Je me dis, si chacun peut mettre un seul arbre devant sa maison. Et l'entretenir. L'entretenir. C'est le plus important. On va réduire cette forte chaleur qu'on concentre chaque fois, mais qu'on sent chaque fois. Des trucs très simples qu'on doit faire, mais qu'on ne fait pas parce qu'on est trop négligent. Alors je me dis, si on se tait, si on continue à ne pas le faire, un jour, on va fondre nous tous, on va disparaître de cette terre.
Mais déjà, hein, la majeure partie de nos sensibilisations s'est fait en français. En français, oui. Mais est-ce que réellement nous touchons la population? Voilà, vous abordez comme ça un aspect très fort de la chose. C'est vrai que souvent quand nous parlons, c'est en français nous parlons. Il faut aussi qu'on puisse, on a nos collègues de, je prends Radio Alafia qui fait beaucoup de choses, ils font beaucoup de choses. Il suffit seulement qu'on leur donne des rudiments en matière d'environnement et puis ils vont informer nos populations. C'est vrai qu'on dit qu'on est analphabète à plus de 80%. Donc, ça veut dire que cette frange de la population a aussi absolument besoin d'informations. Il faut aussi parler dans nos différentes langues. Moi, par exemple, je ne sais pas parler dans ma langue. Je m'excuse. J'allais vous le demander. Oui, c'est vrai, je ne sais pas le faire dans ma langue. Peut-être qu'il y a des mots que je peux utiliser, mais il vaut mieux qu'on apprenne aussi à parler nos langues pour pouvoir communiquer. Laquelle des langues vous voulez parler? Je parle beaucoup de langues, c'est vrai. Je parle beaucoup de langues. Je parle beaucoup de langues, mais je ne maîtrise pas correctement les langues nationales. C'est un défaut. Et il faut qu'on corrige cela parce qu'on doit communiquer avec nos proches. Parce qu'à la base, dans nos localités, quand par exemple vous descendez dans les villages, vous demandez aux gens de ne plus couper des arbres. Ils vous disent, mais attends, la nature nous a donné ces trucs-là, pourquoi on ne va pas les utiliser? Il faut les montrer, on va les utiliser, mais il faut les protéger. Parce que nous, on va partir, mais les autres vont venir pour l'utiliser. Il faut par exemple, dire biodiversité en Indi. Ou en Goun. Je peux dire Huna. En Dendi. C'est ça, biodiversité. La biodiversité, Hunao. Ah, d'accord. Voilà, donc. C'est votre tour en Mina. Non, mais écoutez, hein, j'allais demander. Je ne veux pas il faut trouver le mot. Hein. Biodiversité. Dans sa je n'ai pas propre parlé de langue la nature, maternelle. je n'ai pas dit la nature. Oui. On a dit biodiversité. Biodiversité, voilà, oui. En Mina, non. Biodiversité, ça c'est un mot français, bien créé, quoi. Donc, tout comme tu pour sensibiliser, on finira par dire. Oui. Mieux protéger biodiversité, mi-temps. Parce qu'on ne sait pas le mot. Le français s'y glisse rapidement. Oui, ça c'est clair. Très vite. Parce que c'est ça, peut-être l'exercice que les téléspectateurs vont essayer de faire avec nous. Ben, trouver la biodiversité en votre langue locale. Pourquoi pas? C'est quand même une question qu'on pose aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs, voilà, ce sera aussi bien. Qu'on sache comment on appelle biodiversité en Goun, en Fon, en Mina, en Yoruba, en Nago, et tout ça, Idacha. Mais voilà, ça existe. Si on se rapproche de nos sages dans les localités, ils connaissent ces noms-là. C'est peut-être nous qui les ignorons. Eux, ils les connaissent. Ouais. Mais au-delà de la sensibilisation que nous autres journalistes nous faisons, qu'est-ce qu'on peut encore faire pour réellement toucher les populations? Ben, est-ce qu'il y a autre action qu'on doit mener si ce n'est pas sensibiliser, montrer l'importance de la biodiversité? Parce que si on leur montre que sans cette biodiversité, il n'y a pas de vie sur cette terre-là, c'est ce qu'on peut faire. Bon, par exemple, descendre dans les localités, ok, voilà, on peut aussi faire ça aussi, descendre dans les localités, aussi sensibiliser la population. Pas ça, nos journalistes, c'est ce qu'on peut faire. C'est ce que nous faisons déjà ici, c'est faire des magazines, c'est descendre dans les localités quand les reportages nous les permettent d'aller sur le terrain pour faire des sensibilisations. Bon, je crois que c'est ce qu'on peut faire. À part ça, là, on ne peut rien faire, sinon crier que voilà, le danger est là et qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais il faut informer aussi tant les populations que les autorités. Oui. Il faut qu'elles sachent aussi. Moi, je suppose que les autorités sont dans la population. Oui. Puisque nous parlons, elles aussi, elles sont concernées par ce que nous disons. Donc, ils nous écoutent. À chaque cible, son message. Voilà, surtout que c'est elles qui prennent les décisions, ça doit aller plus vite de leur côté pour arrêter la saignée. Voilà. Et est-ce qu'on y arrive? Oui, je crois qu'on y arrive parce qu'il y a quand même des prises de... Comment je vais décisions. Dire oui, des décisions. Il y a aussi des... les mots me manquent là. Les populations qui sont davantage conscientes. Conscientes, voilà. Elles sont beaucoup plus conscientes par rapport aux dangers que nous courons. Et puis, il y a quand même des gens qui se disent il vaut mieux qu'on change de comportement. Aujourd'hui, quand vous allez dans les marchés, c'est vrai qu'on dit le sachet c'est interdit, s'il y a d'alternatives, mais les populations savent que ce n'est pas bien de mettre de l'élément chaud dans le sachet. Elles savent aussi qu'il vaut mieux qu'on utilise ce que nos parents utilisaient. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit. Canaries. Non, nous ne sommes pas les canaries. Quand, par exemple, on dit d'aller acheter du pain, vous savez, il y avait des sacs. Voilà, qu'on coud, et puis voilà. Et puis chaque week-end, on l'avait, et puis on allait acheter le pain. Elles savent ça. Donc voilà des petites notions que les populations connaissent et puis elles prennent conscience un peu. Et puis voilà, j'espère qu'avec le temps, on ne va pas baisser les bras, on va continuer à parler et puis à sensibiliser. Et puis c'est sûr qu'un jour, beaucoup de choses vont entrer dans l'ordre. Mais est-ce qu'à Cotonou, réellement, on peut parler de protection de la biodiversité? Puisqu'on sait qu'on a des étoiles, pas des étoiles, des hôtels à foison.
Ouais, quand des on parle de... gratte-ciel. Oui, à Cotonou, on peut parler aussi de protection de la biodiversité parce que s'il n'y a pas de plantes à Cotonou, il n'y aura pas de vie. C'est vrai que quand on parle de biodiversité, ce n'est pas aussi dense parce qu'il y a aussi la mer. On appelle les oiseaux comme Oui, c'est vrai, mais il y a la mer. Dans la mer, il y a des éléments de la biodiversité. Les poissons, je ne sais pas moi, tout ce qu'il y a. Donc, à Cotonou aussi, on peut aussi parler de la biodiversité. On peut aussi dire aussi qu'il faut qu'on protège cette biodiversité. Ah oui, quand vous parlez de Cotonou, ça me fait penser au marché d'Antopa, dont les déchets brisent La vie du lac Nokoué. des milliers de maillons Ouais. de la chaîne biodiversité. William a pris par là, Oui. Ouais, j'ai pris par là, c'est vrai. Il à faut, travers son documentaire. Ouais. il faut qu'on arrive vraiment à arrêter ces genres de comportements. Merci à vous. Merci à ce moment. Ben, il est l'heure du journal. Hein. On va rapidement voir Estelle Pazou. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Entreprendre nécessite des outils indispensables et le Conseil national pour l'emploi a offert une formation aux jeunes béninois qui y aspirent. Le point de la séance dans ce journal. Pour les vacances, les enfants s'adonnent à tout type de loisirs et comme pour les études, les parents doivent veiller au choix de leurs enfants. Un psychopédagogue nous en parle. Et puis, plusieurs quartiers de Cotonou sont inondés d'eau et de déchets, conséquence directe de l'installation des populations sur les exutoires naturels de l'eau, alors même qu'il existe des lois en la matière. Entreprendre, c'est bien, mais maîtriser les bases de l'entrepreneuriat, c'est encore mieux. Dans cette logique et dans le souci de réduire le taux de chômage des jeunes, le Conseil national pour l'emploi les forme à l'entrepreneuriat. À cet effet, ils ont suivi des communications sur les différents types d'accompagnement pour mieux entreprendre. Edmond Rumbo, Amandine Anyamboussou. Le chômage est l'un des fléaux majeurs qui frappe aujourd'hui la jeunesse au Bénin et il touche les jeunes de 15 à 35 ans, ce qui représente 66% de la population active. L'entrepreneuriat et l'auto-emploi apparaissent désormais comme une solution certaine pour réduire le taux de chômage. Mais pour y arriver, les jeunes doivent disposer des ressources nécessaires. Contrairement à ce qu'on pense, la première ressource, c'est l'information. Et l'information regroupe le recueil de l'information, la transmission de l'information et la présentation même, parce que les jeunes ne savent pas se présenter. La deuxième ressource, en dehors de l'information, c'est au niveau du management et de l'organisation. Comment ils s'organisent entre eux, avec qui ils sortent, quelle est l'équipe qu'ils visitent, et ainsi de suite. Et la troisième ressource, c'est le temps, parce qu'ils ne savent pas gérer le temps. Ils croient qu'ils sont jeunes et tout, juste après, ils traversent les 40 ans, ils ne peuvent plus rien faire. Et il y a la quatrième ressource qui est les ressources financières. Et la cinquième ressource, la dernière, c'est les ressources philosophiques et psychologiques. Pour aider les jeunes béninois à mieux entreprendre, le Conseil national pour l'emploi des jeunes a initié à leur intention une rencontre d'échange et de partage d'expériences. De toutes les explications entendues, j'ai gardé que le jeune, en temps normal, ne doit pas attendre un quelconque emploi d'une autorité ou d'un État, mais doit se prendre en charge et savoir que son destin, c'est à lui-même de le créer. Il n'est pas donné au hasard à un jeune de rêver, sans toutefois quand même se prendre en charge et savoir se situer par rapport au temps et se fixer des objectifs pour la réussite. Tout ce qu'on a dit va me servir, je sais bien que ça va me servir parce que déjà, dans ma tête, c'est que la mentalité a déjà changé, ça a déjà changé. Et je sais que dans l'avenir, je vais me lancer pour pouvoir satisfaire et atteindre les objectifs que je me suis moi-même fixés. Le travail permet à l'homme de satisfaire ses besoins fondamentaux. L'esprit d'entreprise ne doit pas être perçu comme une stratégie de survie, mais comme une opportunité pour développer la nation.
C'est déjà la période des vacances et comme ils savent si bien le faire, les enfants oublient un peu leur cahier au profit de leurs loisirs. Mais attention, selon leur tranche d'âge, tous les loisirs ne sont pas à l'avantage des enfants, ce qui en appelle à la responsabilité des parents qui doivent observer et orienter les enfants. Bronze Aklogan est psychopédagogue. Elle nous en parle au micro de Judith Tossa et Christian Devochi. L'enfant, à partir de 4 ans, commence par développer déjà ses capacités psychomotrices. Et les parents doivent développer un suivi à l'endroit de ces enfants-là. À l'âge de 8 ans, l'enfant arrive à faire un choix. Donc, il faut que les parents savent que ces activités extrascolaires ne doivent pas être une contrainte. Donc, ces activités doivent être sans pression. Et il faut surtout observer l'enfant. Aller selon ses goûts, ses envies et ses désirs. Ne pas imposer à l'enfant ce que nous voulons, mais ce que l'enfant désire faire. Il est vraiment important de laisser les enfants aller vers ces activités extrascolaires, de les inscrire, parce qu'aujourd'hui, ça s'impose à nous. Nous avons la cuisine, le sport, le théâtre, le football, plein, le yoga, le taekwondo, les arts martiaux. Ça permet à l'enfant de développer plus ses talents, de s'ouvrir au monde extérieur, d'avoir la connaissance de la maîtrise en soi. L'enfant arrive à mieux se concentrer sur ses études, parce que d'être plus agile, plus précis. Donc ça améliore le rendement scolaire de l'enfant. Si nous prenons par exemple la musique, et le théâtre et autres, je pense qu'il y a des maîtres pour suivre réellement ces enfants-là. Déjà à partir de 4 ans, 5 ans, on peut déjà inscrire les enfants à ces activités extrascolaires. Avoir une maison, c'est le vœu de tout Béninois. Faute de moyens, certains vont s'installer dans les zones marécageuses et y construisent des habitats de fortune. Dans ces conditions, la cohabitation des ordures et de l'eau devient un véritable problème. C'est le cas dans certains quartiers de Cotonou, malgré les dispositions du gouvernement pour permettre aux Béninois de s'offrir un toit décent. Louis Koudogbo, Max Bill, Akonyen Loussi et Jennifer Sativi. L'habitat au Bénin, un sujet préoccupant. Des cadres de vie insalubres, des bâtiments qui tiennent à peine ou presque aux normes architecturales. Certains quartiers de Cotonou comme Ladji, Djidje, Sainte-Cécile, Vossa ou Agla s'illustrent particulièrement dans ce décor. Ce sont des quartiers de la honte en matière de gestion des ordures. On peut être pauvre, mais être propre et digne. Il y a un arrêté de 1992 qui définit clairement les zones impropres à l'habitation. Et pourtant, les Béninois se sont entêtés et se sont installés sur les nids d'eau. Si on parle d'inondation à Cotonou, c'est à cause de ceux-là. Parce qu'ils sont allés s'installer sur les exutoires naturels, par où l'eau doit passer pour que Cotonou soit assaini. Pas du tout reluisante la situation. Mais faute de moyens, ces habitants subissent et redoutent même les conséquences du choix de leur milieu de vie. Les logis sont inondés et ceux qui y habitent fuient déjà. Le bas-fond est bien rempli et ils ne peuvent plus y rester. Là où j'habite, à Sainte-Cécile, n'était pas inondé. C'est bien après que je l'ai constaté. Si on avait un peu de moyens, on ne choisirait pas résider là. Que le gouverneur pense à nous. Améliorer le cadre de vie de ces populations devient une nécessité. L'autorité en est consciente et promet des mesures hardies. Nous vivons dans un monde de globalisation où vous ne pouvez pas chasser les gens comme vous le voulez, mais il y a des réformes qui sont en cours, qui vont dans leur propre intérêt, dans les intérêts de ces populations-là, pour pouvoir améliorer leur cadre de vie. Promouvoir une habitation décente avec un cadre de vie sain, c'est la solution que propose l'État aux citoyens. Ces logements sont destinés à la couche moyenne, aux Béninois à revenus moyens, même des particuliers, des agriculteurs, des commerçants, qui ont des comptes en banque pour aller en location à cession, sans payer ni avance ni caution. Donc vous êtes locataire, vous payez vos mensualités pendant 17 ans et vous devenez propriétaire. Et mieux encore, c'est des logements qui ne sont pas jetés pêle-mêle un peu partout, inaccessibles,
sans le confort. Il y aura l'eau, il y aura l'électricité, il y a les voies pour y accéder. Les voies primaires et secondaires sont bitumées, les voies tertiaires sont pavées. Un ensemble de réformes qui vont aider les Béninois à bien se loger, mais aussi à faciliter le bail à usage d'habitation. On revient à présent sur le retour triomphal du 11 national au Bercail. La caravane qui a accueilli les écureuils a échoué au stade général Mathieu Kérékou. Loin des stades de l'Égypte, ils ont passé de bons moments avec la population en l'honneur de leur prouesse. Et vous allez le voir, les écureuils savent aussi danser. Patrick Adiaboudjou. C'est le patron des sports qui plante le décor du concert en l'honneur du 11 national. L'aube nouvelle résonne sur l'esplanade du stade de l'Amitié. Face à des milliers de Béninois admiratifs, les écureuils et le staff technique offrent un grand moment d'émotion au peuple béninois. Loin des rectangles verts égyptiens, ces seigneurs et ses coéquipiers démontrent leur talent de danseur. Après avoir rendu fier toute une nation à plusieurs kilomètres, le 11 national dit merci et sa fierté. Il faut absolument qu'on dise merci au pays, merci à la population, merci à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui présentes ce soir, parce que c'est la chose primordiale qui est la chose la plus importante. Merci à vous. Au nom des joueurs, merci. Je voulais vous dire merci pour ce déplacement. Je suis fier d'être béninois. Fier d'être béninois. Je suis fier d'être béninois. Fier d'être béninois. Tous ici le sont et le témoignent. On est fier d'appartenir à un pays où tout est pris au sérieux, notamment le football. On sent depuis un moment que, franchement, le sport roi est pris au sérieux dans notre pays et on voudrait que ça continue ainsi. Il faut maintenir la flamme allumée. Là où nous sommes arrivés aujourd'hui, nous ne devons plus regresser. Et pour maintenir le cap, pour aller plus loin, il faut davantage travailler. Et je crois que c'est le prochain défi. Les prochains défis pour révéler le football béninois sont grands. Et le gouvernement y travaille déjà. Maintenant que le Bénin est révélé dans le football et dans le sport, nous allons faire d'autres efforts encore plus importants. Il faut maintenir le cap. On n'a plus droit à l'erreur et pour ça, il faut travailler. Déjà, continuer de s'occuper de cette équipe, continuer de travailler les championnats nationaux, les équipes locales et surtout la relève. Vous savez que le gouvernement y travaille déjà. Je veux remercier le chef de l'État pour tout son soutien et dire aux Béninois que ce qui a commencé, ça va continuer. On va continuer de tout donner à notre pays. Le prochain challenge, c'est une qualification pour la Coupe du Monde et surtout, toutes les phases finales de CAN, nous considérons désormais qu'il nous faut aller aux demi-finales pour faire une bonne performance. Réaliser de plus belles performances sur la scène du football continental et international, c'est désormais le challenge. Autorités et acteurs du football se projettent déjà pour faire rêver le peuple béninois, encore et encore. En Côte d'Ivoire, le Conseil du café cacao a décidé de maintenir le niveau de la production de cacao à 2 millions de tonnes. Ce plan devrait permettre de limiter toute hausse exagérée de la production qui nuirait à l'initiative d'amélioration des revenus des producteurs, actuellement discutée avec le Ghana et qui devrait entrer en application à partir de la campagne 2020-2021. Le Conseil a déjà interrompu les programmes de distribution de plants et va ralentir le développement des plantations dans de nouvelles zones.
Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Allez, merci beaucoup à vous, Estelle Pazou, pour la présentation du journal. Rendez-vous donc demain à 19h45 pour une autre édition du journal. Mais pour ce soir, le grand rendez-vous continue. 4e plateau, Monde agricole. Bienvenue dans Monde agricole. Ce soir, ça va parler de la zone de libre-échange continental, une opportunité pour le Bénin qui pense bien sûr placer son agriculture, positionner son agriculture sur ce gros marché-là. On va suivre d'abord le reportage et revenir en plateau. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Ah oui, ça faisait danser. Vous avez vu des images de produits qu'on peut bien évidemment positionner sur ce gros marché continental, zone de libre-échange continentale. On en parle bien sûr avec Djibril Azonsi. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir partagé. Ah oui, venir explorer avec nous comment est-ce que le Bénin peut donc positionner son agriculture sur ce marché. Et pour en parler ce soir, Karamata Bataou, bonsoir. La Karada. Oui, la Karada. On a vu de l'igname d'Akaradé tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si c'est pour Akaradé, mais c'est quand même des ignames. Et nous en produisons un peu partout sur l'étendue du territoire, enfin dans la partie septentrionale et méridionale du Bénin. Bien sûr. Bonsoir Assoum Gaba, bonsoir aux amis téléspectateurs qui ont pris le rendez-vous du monde agricole aujourd'hui. Oui. Alors ce soir, il est question donc de parler de comment est-ce que le Bénin peut donc positionner son agriculture sur ce gros marché désormais créé. Et vous le disiez tout à l'heure que c'est une grosse opportunité en tout cas qui s'offre pour le Bénin, en même temps pour les autres pays africains. Ils sont au total aujourd'hui en tout cas 54 et il y en a parmi eux 25 qui l'ont ratifié jusque-là et son application c'est pour le 1er juillet 2020 et là nous parlons de cette zone-là, la zone de libre-échange continentale. Alors quelles sont les chances aujourd'hui que l'agriculture béninoise a en positionnant ses produits dans ce grand marché agricole? Ok, merci beaucoup Karamot. Mais déjà, comme tu l'as dit, c'est un gros marché. Donc, c'est déjà l'opportunité qu'on offre au Bénin et aux produits du Bénin, surtout les produits agricoles. Ça fait déjà, disons, 1,2 milliard de personnes. Donc, c'est vraiment un énorme marché. Donc, juste ce qui a été fait au Niger vient en réalité donner un coup de pouce. Ça vient officialiser, je dirais, les relations que le Bénin, que les produits du Bénin pourront avoir avec les autres pays. Donc, c'est déjà intéressant que ce cadre institutionnel formalise la chose. Donc, c'est pour dire les acteurs béninois qui sont quand même dans le secteur agricole ont maintenant ce marché à explorer, ils ont ce marché à saisir, ils ont également ce marché à renforcer parce que déjà, il y a quelque chose qui se faisait par le passé. Est-ce que tous les acteurs de la chaîne agricole vont se retrouver impactés et ça positivement par ce marché-là? Je pense aux agriculteurs parce que qu'est-ce qu'on constate à Siom? Ce sont des gens qui travaillent, qui fournissent tout, mais au retour, ils ne gagnent pas beaucoup de choses. Est-ce que cela aussi va les impacter ou bien c'est juste au niveau macro? Non, ça ne se fait pas seulement au niveau macro, parce que comme on le dit souvent chez nous, bon, je vais y aller
Allez-y. Ça veut dire quoi? Genre, ça ne sera pas seulement le niveau macro, tous les autres niveaux, que ce soit méso et micro, seront également impactés par cette nouvelle politique au niveau continental. Donc, tout ce qui se fera depuis là-bas, d'abord, tout commence par la base, parce que les producteurs sont à la base. C'est eux qui fournissent, je dirais, la matière première qui remonte jusqu'au niveau macro. Donc, en adhérant à cette convention, en ratifiant cette convention, c'est tous les acteurs qui seront pris en compte, toutes filières confondues. C'est vrai, il y aura des filières qui seront priorisées parce qu'ils ont déjà... demander, est-ce que c'est tous les produits que nous allons mettre sur ce marché ou bien non, il y a déjà des produits. En plus de ce que nous avons là comme priorité, à savoir l'ananas, l'anacarde et puis le coton et tout ça, est-ce qu'il y aura d'autres produits, un peu comme le niébé, qui vont s'ajouter à la liste? Bien sûr, il y aura d'autres produits. Je pense également aux karités qu'on exporte déjà, mais pas en grande quantité. Mais en ouvrant ce marché, c'est vraiment une opportunité qu'on offre à cette filière. Il y a d'autres filières, même les racines et tubercules. Alors, il faut donc faire l'inventaire de ce que nous avons de social et que les autres n'ont pas. Oui, voilà. Et que c'est ça que nous allons leur vendre. Il y a cet avantage comparatif également qu'on voit par rapport aux produits. Oui. Mais il y a déjà une tradition que nous avons avec certains pays. Okay. Si je prends le cas du Nigeria, on exporte déjà de l'huile de palme vers le Nigeria, on exporte le gari vers le Nigeria. Alors, qu'est-ce qui va changer quand vous prenez déjà ce rapport avec le Nigeria tout proche, désormais avec cette zone-là? Qu'est-ce qui va davantage changer et apporter une plus-value à ces deux nations? Alors, ce qui va changer déjà, c'est que nos produits seront encore plus compétitifs. Voilà. Parce que déjà, on va sauter les verrous pour les douanes. Donc, les charges qui pesaient sur, c'est-à-dire ce que la douane représentait dans la part, dans le prix, ça serait diminué considérablement. Donc, nos produits seront plus compétitifs. Ça veut dire quoi? En retour, les nôtres, je parle des producteurs béninois, ils auront également la plus-value sur leur portefeuille. Parce que si on vend à un prix compétitif, c'est que le revenu aussi s'améliore de l'autre côté et ça va encore booster les gens à plus produire. Donc déjà, vraiment, en prenant cette décision, je pense que les chefs d'État, ils ont bien réfléchi, seulement qu'il faut qu'à l'interne, les acteurs, ils travaillent pour pouvoir vraiment capter cette opportunité sur tous les plans. Mais en tant qu'agroéconomiste, est-ce que vous pensez que nos produits respectent déjà les normes à l'international pour vraiment gagner ce marché-là? Il faut nuancer certains paramètres. Alors, lorsqu'on parle de normes, d'accord, il y a norme d'un norme. La norme s'adapte à un marché donné. Voilà. Je crois pour la zone Afrique, il n'y a pas encore, je dirais, une norme qui est destinée pour la zone Afrique. Souvent, vous allez entendre les normes européennes. Bon, le Nigeria a sa propre... Quand on crée la zone, il faut créer les normes. Exactement, ça fera partie des travaux que les gens auront à faire après la signature, en tout cas l'adhésion des deux derniers pays à Niamey. Ça fera partie aussi des travaux que les gens vont toujours continuer à faire dans les coulisses. Pour qu'on ait une norme uniforme pour la zone qui est créée aujourd'hui. Et là, ça permettra à tous les pays de s'adapter, en tout cas les produits qui veulent quand même circuler dans la zone, de s'adapter à ces normes-là. Le Bénin, vous savez, n'a pas une norme en tant que telle. Voilà. Soit on s'adapte si c'est qu'on devait aller sur le marché du Nigeria, bon, on est obligé de faire avec le NAFDAC. Si c'est sur alors le marché... vous pensez qu'on gagnerait beaucoup à avoir une norme qui va être respectée un peu partout, peu importe la destination du produit? Bien sûr. Là, ça fera le label Bénin. Exactement, bien sûr, mais dans les accords, ce qui est prévu dans les accords, c'est quoi? Certes, le marché il est libéralisé, mais chaque pays garde toujours sa politique commerciale. Hein. Ce n'est pas que, bon, c'est libéralisé tout le monde. Non, chaque pays maintient, seulement que, comme je vous ai dit, il y aura entre deux pays certains paramètres, certains frais qui seront... Est-ce qu'en termes d'apport aux produits intérieurs bruts, nous savons que l'agriculture, le secteur agricole béninois apporte beaucoup, enfin dans les 30% à peu près. Avec l'ASLEC, qu'est-ce qui va apporter? Enfin, est-ce qu'on risque de monter? On ira un peu plus dans les 40% ou 50%? Toutes les projections sont à la hausse. Donc, avec cette nouvelle convention, forcément, ce que l'agriculture apportera pour le PIB doit pouvoir s'accroître. Mais à quel pourcentage, comme on le dit, démarrons déjà. C'est au fur et à mesure que ça le va trajet se fera, qu'on pourra apprécier. Puisque ce qui est sûr, c'est un processus. Donc, il y aura forcément des difficultés que nous allons rencontrer, qu'on va essayer comment de corriger sur le temps. Et à votre avis, parlant de difficultés justement, quelles pourraient être les entraves quant au positionnement de ces produits agricoles-là et quels sont ces produits sur lesquels vous misez aujourd'hui en tant qu'agroéconomiste? Parlant des difficultés, déjà, on l'a évoqué, on parle déjà des questions de normes. Parce qu'il faut que ça puisse être quand même harmonisé au sein de la région. En plus des questions de normes, il y a aussi les questions de mesures.
Vous savez, par exemple, même déjà chez nous au Bénin, il y a plusieurs, je dirais, outils de mesure. De mesure. Il y a le tongolo, exactement, il y a ça les adjandjans. vous voyez et puis, un peu. On va prendre Donc ça, c'est du Bénin. Ça, c'est déjà à l'interne du Bénin. Vous voyez déjà cette diversité. Oui. Donc du Bénin vers les autres pays aussi, il faut qu'on ait une harmonisation de ces mesures-là, que ce soit au Nigeria, que ce soit, je ne sais pas, Niger. Là, ça, c'est un défi, ça. Voilà. Bon, ça fait partie des choses qu'il faut également corriger. En tout cas, des choses qu'on doit pouvoir Est-ce qu'on va adopter le tongolo dans la sous-région? Ça, c'est une question. Pourquoi pas? Ou le adjandjan dans la sous-région, comme unité de mesure. Je me dis, si on le normalise, pourquoi pas? Ça pourrait le faire. Si c'est peut-être le sac, si c'est la tonne, ça, c'est des questions sur lesquelles les gens doivent pouvoir débattre. Mais il faut rester fidèle à ce qu'on choisit. Parce qu'on a notre marché quand même. On a nos réalités culturelles aussi qu'il faut impliquer. Le Ghana, ils ont aussi leur réalité culturelle, le Nigeria, ainsi de suite, tous les pays. Mais là, c'est vraiment un exercice qu'on veut faire maintenant ensemble. Alors, parlant des produits dont vous parlez, déjà, on a commencé par les évoquer. Bon, le maïs va rentrer dedans. Le maïs serait quand même fortement impacté par, en tout cas, cette décision-là. Oui. Bon, il y a déjà les filières traditionnelles, le karité, je parle du karité. L'anacarde, l'ananas. Bon, déjà, le coton, il est déjà bien positionné. Mais il y a également d'autres petites cultures que nous, je dirais, sur lesquelles on ne met pas trop d'emphase, mais qui contribuent aussi. Et sur lesquelles on pourrait travailler, on pourrait activer les choses. Je parle par exemple des plantes aromatiques. C'est-à-dire, je donne par exemple les basiliques, en tout cas les trucs qui contribuent quand même à aromatiser. Ça, c'est également des filières, je dirais, sur lesquelles très peu de projecteurs y va, mais qui contribuent aussi à nourrir pas mal de personnes. C'est vraiment une chaîne qu'il faut qu'on développe. Il y a aussi la pisciculture. C'est vrai pour le monde, n'a pas encore tout l'arsenal qu'il faut pour penser maintenant à exporter. Je sais pas des. Et pourtant, on en exporte. On en exporte, bon, mais pas le clarias. Pas quand même, pas à ce volume que je suis en train de voir. On dit c'est 1,2 milliard de personnes. C'est le marché qu'on est en train de créer. Donc, il faut aller aujourd'hui à la conquête de ce marché. Bien sûr. C'est une grosse opportunité, c'est un gros marché à Sumgaba, vous l'avez dit. Et on a la vallée. On a la vallée de Lomé. On ne l'a pas encore exploité. Qu'on peut exploiter pour vraiment dominer ce marché, pour répondre à cette demande. Que ce soit le riz, tout ça, on a tous les potentiels pour le faire. Désormais, on ne parle plus de marché sectoriel, un peu comme la CEDEAO. Exactement. Et puis le marché des pays de l'Est. Nous avons désormais tout ce marché qui couvre l'espace du continent africain et il faut saisir cette opportunité en travaillant massivement. Et cela, ça concerne tous les acteurs. Merci beaucoup. Pas seulement en travaillant, si tu me permets. D'être passé, oui. Ouais, il faut vraiment que chaque pays puisse quand même revoir un peu l'organisation. En tout cas, pour le cas du Bénin, il faut vraiment qu'on revoie l'organisation et la structuration de nos filières. Ça passera par là. Si vraiment on veut aller à la conquête... Il faut qu'on essaye vraiment des filières en bonne et due forme. Exactement, qui soient bien organisées, bien structurées. Merci. Ce n'est que ça. Parce qu'actuellement, vous allez voir des acteurs qui jouent pratiquement tous les rôles. Ce n'est pas ça qui est demandé. Assim Gaba, merci beaucoup pour l'invitation, en tout cas pour aujourd'hui. Belle soirée à vous. Merci beaucoup. Et bien des choses à nos parents, à Karadé. Je vais leur dire. Allez, merci beaucoup à vous, M. Azonsi. À très bientôt. Okay. Le grand rendez-vous pratiquement à la fin de cette édition. Nous allons rappeler la météo avant de partir.
Allez, merci beaucoup à vous d'avoir ouvert ce grand package avec nous, le package de 5 grands rendez-vous pour le compte de cette semaine. Oui, une semaine qu'on vient à peine donc de démarrer sur le grand rendez-vous demain. Nous vous promettons déjà à partir de 19h00 le numéro 2. Voilà, parlant bien sûr du grand rendez-vous. Portez-vous bien, très bonne soirée à vous. N'oubliez surtout pas qu'à 21h, vous avez le forum du jour à suivre. À demain.